Le mouvement pour les libertés et les droits du peuple, qui a débuté en 1874, a entraîné avec lui des groupes d'intellectuels, des associations actives, des journaux, des débats. Cette dynamique commune a été le catalyseur des notions de subjectivité, de citoyenneté, de prise en compte des aspirations du peuple. Elle a permis ainsi une forme de représentation politique. Parmi la multitude de nouveaux discours émergents, s'est constituée la société de l'An6 de Meiji, la Meirokusha, et sa revue, la Meirokuzashi. Elle est probablement la plus célèbre, tant par la palette de grandes figures qu'elle a diffusées, de modèles de discussion qu'elle a initiés et de nouvelles notions qu'elle a véhiculées. Néanmoins, il ne s'agissait pas d'un groupe d'intellectuels avec une cohérence idéologique qui s'opposait de facto au gouvernement. Il y avait plutôt des figures multiples. Certains d'ailleurs étaient des hauts fonctionnaires, des progressistes certes, mais ils ne se souciaient pas nécessairement de remettre en cause les rapports de force politiques du moment. Sur ce point, je cite Pierre-François Suilly dans Moderne sans être occidental datant de 2017. 2 points. Les membres les plus en vue de la société de l'An6 étaient des partisans d'une évolution progressive de la société, en aucun cas des radicaux. Ils se concevaient comme une avant-garde chargée d'éclairer le peuple et de lui faire prendre conscience de l'ampleur de la tâche avant que le pays n'accède lui-même à la civilisation. Quand certains politiques oppositionnels parlèrent dès 1875 en faveur d'une assemblée élue par les citoyens, ils estimèrent pour la plupart la chose prématurée et appuyèrent le refus du gouvernement d'entrer en débat sur cette question. Certains de ces intellectuels travaillaient pour le gouvernement, par exemple Kato Hiroyuki et Nishimura Shigeki, donnèrent des conférences directement à l'empereur Meiji, ou encore Nishi Amane fut le rédacteur de textes juridiques, notamment le récrit impérial aux marins et aux soldats de 1882. Hors de la société de l'An6, d'autres intellectuels étaient engagés pour les droits du peuple, mais travaillaient néanmoins aussi pour l'État et la modernisation de la société. Par exemple, Nakae Chomin travaillait jusqu'en janvier 1877 comme secrétaire au Conseil des Anciens, une institution gouvernementale. Bref, la modernisation des années 1870 au travers des intellectuels n'est pas proprement une révolution contre l'autorité en place, et encore moins contre la légitimité de l'empereur. Mais ces penseurs appelés Lumière visaient néanmoins à instaurer des droits naturels pour le peuple. Les acteurs politiques du mouvement pour les libertés et les droits du peuple étaient souvent d'anciens guerriers, appartenant aux fiefs qui ont renversé le shogunat en 1868, mais ils se sont sentis perdants lors de l'établissement des nouveaux rapports de force. Vis-à-vis des oligarques au pouvoir, ils ont parfois été dangereux politiquement, par exemple ils ont favorisé l'écriture de nombreux projets de constitution. Sur ces multiples propositions de constitution, je cite Édith Dufourmont dans son Histoire politique du Japon. 2 points. On en compte près de 95, très diverses en origine. Le plus ancien connu remonte à 1872. La plupart cependant furent produits entre 1879 et 1881. Le plus radical et le plus progressiste des projets de constitution fut écrit par le penseur le plus important du mouvement, Ueki Emori. En 1881, il fut l'auteur de la plus démocratique et la plus radicale des ambitions de constitution, qui ne définissait pas le Japon comme un empire, établissant un système unicaméral, donnait au peuple un droit à la révolution. Les libertés fondamentales étaient non seulement garanties, mais la peine de mort et la torture étaient également abolies. Ce type de demande n'allait évidemment pas dans le sens des oligarques au pouvoir qui étaient les maîtres du Japon de l'époque. Il s'agissait en effet de certains anciens guerriers issus des fiefs ayant gagné la guerre du Boshin et de leurs successeurs qui ont réussi à garder le pouvoir effectif au travers d'institutions encadrant l'empereur. En 1881, différentes crises politiques renforça l'opposition contre les oligarques. Il y a eu notamment une affaire à Hokkaido qui dévoilait des formes de corruption avec des proches du gouvernement. Au sein même de l'administration, un haut fonctionnaire, Okuma Shigenobu, réclamait alors une constitution libérale. Face à cette situation, voici la réaction des oligarques d'après Édith Dufourmont dans Nakae Chomin et le républicanisme français datant de 2018. Je le cite. 2 points. Face à la double opposition des partisans d'Itadaki, du mouvement pour les libertés et le droit du peuple, et d'Okuma, les oligarques tentèrent de prendre de court le mouvement en faisant promulguer par l'empereur un récrit impérial, le 12 octobre, promettant l'établissement d'un parlement pour 1890, sous la forme d'une concession de l'empereur au peuple. La perspective d'un peuple souverain était donc complètement rejetée. Ainsi, l'annonce par le gouvernement d'une constitution sous la décennie était à la fois une promesse d'une modernisation, c'est-à-dire d'une réponse aux demandes de droit, mais à la fois aussi un moyen de ne pas trop concéder à ces demandes. Dès lors, de nouvelles batailles théoriques se sont annoncées dans les années 1880 autour des notions de droit naturel et de droit des peuples. Cette dynamique sur le plan théorique est concomitante à la direction politique que va mettre en place le gouvernement. En effet, il se tourne alors vers le modèle constitutionnel prussien. Ainsi, je cite Édith Dufourmont par rapport à Ito Hirobumi, le dirigeant de l'époque. 2 points. Ito et les autres dirigeants avaient su contre-attaquer, non seulement en promettant des postes à leurs adversaires, mais aussi de multiples autres manières.
Ito concéda l'établissement d'une constitution car il avait compris qu'une constitution et un parti n'étaient pas nécessairement démocratiques. Suite au récrit impérial de 1881, il partit en 1882 en Allemagne consulter les juristes von Kleist, von Stein et Rösler et fut convaincu que le modèle prussien était le meilleur modèle pour préparer la constitution japonaise. Ce choix politique d'une constitution prussienne correspond sur le plan théorique à l'établissement de l'importation de l'idéalisme allemand. Si jusqu'à présent il s'agissait surtout du positivisme, à travers Nishiyamane par exemple, ou de l'utilitarisme, notamment à travers Fukuzawa, l'établissement de l'institution qu'est l'Université de Tokyo dès 1877 a privilégié les théories et les vocabulaires de la pensée allemande. D'après Bernard Stevens, dans le numéro 79 de la revue Philosophie, la phénoménologie japonaise, l'influence décisive de l'Allemagne tient à des choix conscients et à des similitudes fortuites. Je le cite. 2 points. Il y a des circonstances historiques qui rendent comparable la modernisation du Japon et celle de l'Allemagne. Qu'il s'agisse, par exemple, du principe politique du despotisme éclairé, celui du dirigisme économique, le modèle capitaliste nationaliste de Friedrich List l'emportant sur le capitalisme libéral d'Adam Smith, ou qu'il s'agisse de la tournure d'esprit au sein de la pensée littéraire et philosophique, romantisme et idéalisme. On voit se reproduire un phénomène chaque fois comparable. Dans cet article, Bernard Stevens cite un résumé de la situation par Portner et Heisse qui me semble très éclairant. Afin de répondre à la demande d'un établissement des droits naturels et de la démocratie, le gouvernement japonais a fait le choix d'utiliser l'idéalisme allemand en tant que pivot pour remettre au goût du jour d'anciennes logiques, celles du confucianisme, du shintoïsme ou des études nationales. D'une certaine manière, ils auraient favorisé le développement d'un romantisme politique japonais par le truchement de l'idéalisme allemand, contre les effets trop progressistes des Lumières japonaises. Tout cela aurait eu pour effet de permettre une forme de résurgence, de modernisation, de réinvention d'une tradition politique conservatrice au travers d'un confucianisme moderne, mais aussi d'un shintoïsme d'État. Tous deux saupoudrés de romantisme à l'européenne. Voici la citation en question. 2 points. D'un côté, on chercha à se rapprocher aux traditions confucianistes et shintoïstes, et de l'autre, la pensée allemande fut destinée fournir un soutien pour la philosophie de l'État. Un confucianisme revitalisé n'aurait jamais été capable, à lui tout seul, de remettre à sa place le nouvel esprit de découverte d'une conscience proto-bourgeoise. On peut dire que la revitalisation du confucianisme, du shintoïsme et du bouddhisme ont été réalisées à l'aide des méthodes allemandes. Il n'y a aucun doute que le régime Meiji, par calcul stratégique, a employé l'idéalisme allemand comme une arme contre la menace que représentait le sens civique naissant. Cette contre-attaque théorique privilégiant la pensée allemande face aux Lumières et aux demandes raisonnables de droits civiques, elle s'est profilée au travers de l'institution de l'Université de Tokyo et de certains professeurs charismatiques, des étrangers invités sous le statut de conseillers, mais aussi des Japonais au sein de la section de la philosophie. Voici un descriptif de Simon Ebersold dans l'article « Le Japon et la philosophie française du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle ». Je le cite, 2 points. Et parallèlement à l'établissement d'un système politique et judiciaire à caractère bismarckien, la philosophie allemande triomphe à l'université japonaise à partir des années 1880. Ainsi, la philosophie devient synonyme de philosophie allemande. Est alors enseigné un idéalisme allemand fort teinté de conservatisme. Les hommes clés de cet enseignement sont Ernst Francisco Fellenosa, Inoue Tetsujiro et Raphaël Kober. Inoue Tetsujiro a contribué à établir le premier département de philosophie de l'université de Tokyo. Il aura beaucoup d'influence en proposant des interprétations des récrits impériaux, c'est-à-dire qu'il deviendra l'intellectuel clarifiant les dogmes d'État. Par rapport aux professeurs étrangers, Gyōpo Vesana décrit l'importation de l'idéalisme allemand au travers des professeurs étrangers en suivant l'article datant de 1957 des principaux courants de la philosophie japonaise et contemporaine. Je le cite, 2 points. Le fait que l'idéalisme allemand prit la place de l'empirisme et de l'utilitarisme anglais fut dû en grande partie à 3 professeurs qui vinrent enseigner à Tokyo, l'américain Ernest Fellenosa, l'anglais Charles Cooper et l'allemand L. Bosse. Fellenosa, qui enseigna de 1878 à 1885, avait une certaine préférence pour Spencer, mais, dans son cours, il allait de Descartes à Hegel, la philosophie allemande prédominait. Busse fit connaître Lutz au japonais, et Cooper, dont le cours reposait sur une traduction anglaise de l'histoire de la philosophie de l'allemand Schwengler, entreprit une introduction à Kant. Ernest Fenollosa a été un acteur qui a eu beaucoup d'influence concernant le domaine esthétique. Il est à la base de l'histoire de l'art au Japon. Il inventa des notions telles que le Nihonga, la peinture japonaise modernisée. Il sera aussi à l'origine de la loi sur la protection du patrimoine. Si les effets concrets sur le plan esthétique arriveront particulièrement par son étudiant Okakura Tenshin, dès le début de son enseignement, il a eu une influence en donnant des cours sur Hegel et Spencer. D'après Jinopio Vesana, ce serait lui qui aurait introduit l'auteur anglais Herbert Spencer au Japon.
Les théories de Herbert Spencer vont polariser le débat dans le Japon des années 1880 sur les questions de droit naturel. Tout d'abord, la notion de darwinisme social qui renvoie à Spencer est visiblement un malentendu, un contresens. La théorie de Spencer serait antérieure à celle de Darwin. Néanmoins, certaines expressions comme « la lutte pour la vie » pouvaient être interprétées de multiples manières. Ainsi, dans l'article « Une régression épistémologique, le darwinisme social » datant de 2004 par Daniel Beckmont, je cite « Le terme même de darwinisme social prête ainsi à contestation. Jamais aucun penseur ou idéologue ne le reprit à son propre compte, et le terme fut créé et utilisé la plupart du temps dans un sens polémique, pour désigner comme adversaires les avocats, imaginaires ou réels, de l'idée d'une lutte pour la vie, considérée comme la loi fondamentale d'évolution des sociétés humaines. Le système de Spencer poserait comme naturel les compétitions sociales entre individus et les compétitions internationales entre États. Il y aurait une équivalence entre le fonctionnement politique et le fonctionnement biologique. Je vais suivre la définition que donne Yvette Conry dans l'article de 1983. Le darwinisme social existe-t-il ? Je la cite. Ce qui, selon nous, organise la stratification du système spencerien et sous-tend son fonctionnement, c'est une idéologie de la radicale immanence. En effet, à la récusation constante d'un interventionnisme étatique surimposant ses normes à la spontanéité de libres individus, correspond la représentation du développement d'un organisme par autorégulation. L'ordre politique et l'ordre biologique s'unissent dans la symbiose d'un autodynamisme. Ainsi, ce qui est appelé darwinisme social poserait différemment la question de la relation entre la nature et le droit. En effet, il n'est plus supposé comme naturel de réclamer et d'obtenir des droits dans une société, comme chez les penseurs des Lumières, mais ce serait la compétition des forts contre les faibles qui prédominerait. Et tout naturellement, les gagnants donneraient les droits aux perdants. Il y aurait alors un changement du rôle de la nature en mélangeant le biologique et le politique au sein du droit, ce qui à l'évidence conviendrait parfaitement aux oligarques japonais qui pourraient alors proposer des droits au peuple, mais de manière parcimonieuse. Il est probable que ce type de théorie qui possède des apparences de science et qui a eu un accueil puissant au Japon a pu paradoxalement remettre au goût du jour certaines notions politiques du confucianisme. Par exemple, la notion de kokutai élaborée par Aizawa Seishisai dans l'école de Mito d'influence néo-confucéenne apparaît pour la première fois dans Shinlon, nouvelle thèse, en 1825. Cette notion va connaître une histoire mouvementée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en apparaissant par exemple dans le Récrit impérial sur l'éducation en 1890. D'une manière générale, ce composé de l'idéogramme koku, pays, état et corps, référerait à la forme de l'état, au rapport particulier qu'entretiendraient les Japonais envers leurs souverains, en particulier concernant la dynastie impériale, relation d'une bienveillance réciproque et d'une fidélité, d'une piété filiale. L'idée spencerienne d'une nation politique conçue comme un organisme et l'idée d'une nation conçue comme une totalité quasi corporelle, à l'image d'un père et de ses enfants, ces deux modèles de représentation, l'une pseudo-scientifique, l'autre politico-confucianiste, ont pu allègrement rayonner l'un par rapport à l'autre. Mais plus concrètement, la manière dont Spencer a polarisé le débat au Japon est passionnante. Il s'agit du retournement de veste de Kato Hiroyuki, un penseur ayant été parmi les initiateurs des notions démocratiques et qui faisait partie de la société de l'an 6, du Meirokusha. À partir de 1882, il s'attaqua au droit naturel en utilisant Spencer et il alla alors dans le sens des oligarques. Politiquement, il sera remercié en devenant le recteur de l'université de Tokyo entre 1890 et 1893 et en étant anobli du titre de baron, puis en devenant membre de la Chambre haute en 1890. Par rapport à cette trahison concernant les droits naturels, je cite Édith Dufourmont, : Ce fut Kato Hiroyuki qui le premier mentionna le philosophe anglais. Mais alors qu'il défendait les droits du peuple, Kato Hiroyuki opéra un revirement total et se rallia aux oligarques à la lecture de l'œuvre de Spencer, au point de devenir leur principal porte-parole dans le débat intellectuel. Dans Nouvelle théorie des droits de l'homme d'octobre 1882, Kato Hiroyuki attaqua de front la théorie des droits naturels au nom de la science. Pour lui, l'évolutionnisme de Darwin, Spencer ou encore Haeckel démontrait le vrai principe naturel, celui de la sélection naturelle et du combat pour la vie. Kato Hiroyuki est alors très loin des positions qu'il défendait dans les années 1870. Ce changement de paradigme promettait une toute-puissance au gouvernement sur les citoyens. Je cite l'article de Osuma Kanamori dans le Dictionnaire du darwinisme et de l'évolution datant de 1996. Kato discute la nature des droits en général. Il adhère à l'interprétation historique selon laquelle les droits proviennent de la protection que les plus puissants assurent aux faibles. Cette instauration artificielle des droits est coextensive à l'établissement de l'État. Le droit humain n'est qu'une fiction artificielle des forts qui veulent garantir la paix sociale en donnant aux faibles des pouvoirs convenables, mais non excessifs.
dans ce contexte où se trouvaient opposées les demandes du droit du peuple incarnées par les Lumières, les positivismes et les utilitaristes, au pouvoir des oligarques et à l'assujettissement du peuple au travers de théories spenceriennes. Il est possible de mieux saisir l'enjeu des tentatives de Nakae Chomin. Au travers de ses traductions, à partir de 1875 et surtout dans les années 1880, Nakae Chomin tente de constituer un système et un vocabulaire autour de la notion de contrat social, se distinguant à la fois du positivisme, mais qui s'avère tout aussi capable de s'opposer à Spencer et à ce qui est appelé l'évolutionnisme social. Nakae Chomin n'a pas traduit uniquement Rousseau, il a aussi traduit certains républicains français, des intellectuels qu'il a parfois rencontrés lors de son voyage en France. En suivant le livre d'Édith Dufourmont, Nakae Chomin et le républicanisme français, il est possible de s'apercevoir d'une tentative de transposition des débats propres à la période 1860-1870 en France vers le contexte japonais. Sa traduction du contrat social suivrait l'itinéraire de l'interprétation de Rousseau par les républicains français. Je cite Édith Dufourmont, : En se réclamant de Rousseau, même de manière critique, les républicains français s'exposaient aux critiques envers le contrat social quant à son caractère fictif, et ils devaient résoudre le défi posé par l'évolutionnisme social, dont la métaphore organistique s'opposait clairement à la théorie du contrat. D'une manière similaire, Nakae Chomin aurait essayé de mettre en place une notion du contrat hors de la métaphore organistique ou holistique, mais de manière assez étonnante, il serait passé par le biais du langage confucéen, par la figure de Mencius, aussi appelé Mengzi. Je pourrais dire que pour Nakae Chomin, la nature de l'homme telle que Mencius la décrivait serait équivalente à Rousseau ou à sa lecture par les républicains français. Voici un passage de Dufourmont, je cite, : Mengzi estime que la nature de l'homme est originellement bonne en raison de la présence d'un élément moral dont il est pourvu à la naissance. Chomin semble avoir considéré que la liberté morale affirmée par Rousseau et les républicains est identique à l'innéisme moral de Mengzi. Nakae Chomin est tout de même un auteur très étonnant. Il a écrit en 1901 une phrase très connue, je la cite, : De l'Antiquité jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucune philosophie au Japon. Et néanmoins, il est de ceux qui a posé une équivalence entre morale occidentale et morale chinoise, ou japonaise. Par exemple, dans Kokai Mondo en 1881, je cite, : La morale des Occidentaux est basée sur les Grecs, Socrate et Platon. Quand ces deux penseurs évoquent la morale, ils ne rejettent pas les vertus d'humanité, de confiance, de loyauté et de justice, les vertus cardinales du confucianisme. J'ai lu leurs livres en Europe et j'ai compris que la morale est la même hier et aujourd'hui, ici comme là-bas. D'après Dufourmont, ce qu'opère Nakae Chomin au travers des équivalences entre les notions de morale occidentale et confucéenne, c'est bien une transformation, une modernisation des notions confucéennes au travers d'une traduction de Rousseau en termes évoquant Mengzi. Je cite Dufourmont, : Chomin a donc profité de la traduction du contrat social pour transformer l'égalité morale de Mengzi en égalité politique. Et plus loin, je cite, : Mengzi offrait plus que toute autre figure de la pensée chinoise la possibilité de réinterpréter celle-ci afin d'associer la défense du peuple et le rapprochement avec Kant et Rousseau. La forme du débat autour des droits naturels, des droits du peuple, prend ainsi des formes complexes aux alentours des années 1880. À la première formulation positiviste et utilitariste s'ajoutent des influences de l'idéalisme allemand, mais aussi de l'évolutionnisme de Spencer, le tout dans une démarche politique des oligarques allant vers une constitution de type prussienne avec un monarque à la tête. Nakae Chomin a lui-même une certaine originalité en utilisant les logiques du contrat social ainsi que les lectures des républicanistes français au travers de l'utilisation de mots d'origine confucéenne. Il ne faudrait pas oublier que de manière indirecte, peut-être au travers du romantisme inhérent à l'idéalisme allemand importé, des notions à teneur confucianiste ou appartenant aux études nationales redeviennent efficientes. Avec cette multiplication de discours, il reste encore un peu de place pour une entité intellectuelle qui a émergé à la fin des années 1880, celle du nationalisme moderne qui se veut scientifique et progressiste, appelé nipponisme, et qui s'est greffé autour d'un groupe se nommant le Seikyosha. C'est le dernier ingrédient que je vais devoir ultérieurement explorer pour constituer un panel relativement vaste de la complexité des diverses modalités intellectuelles et des niveaux de discours qui s'énoncent au moment de la constitution de Meiji en 1889.